Voilà, donc bonjour à tous pour cette nouvelle séance du séminaire Horizon des littératures hispaniques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui fait partie à part entière de Horizon des littératures hispaniques et qui a cette petite particularité qui, moi, me plaît bien parce que ça fait toujours un éclairage qui nous cultive un peu, qui nous fait réfléchir différemment à notre appréhension de la littérature, puisqu'elle est comparatiste. Elle travaille à la fois, alors tu compléteras, hein, Cécile Brochard, qui est maîtresse de conférence à l'université de Caen, je ne l'ai pas dit, mais qui travaille en particulier sur les littératures hispanophones et les littératures francophones africaines. Voilà. Et aujourd'hui, elle a coupé une de ses deux ailes, puisqu'elle va nous parler exclusivement de littérature hispanophone, en l'occurrence latino-américaniste, et d'un auteur que nous aimons tous, qui est Augusto Roa Bastos. Alors, je te laisse la parole et tu peux présenter tes invités, du coup, si tu veux. Merci Caroline. Oui, alors voilà, je disais tout à l'heure, je les remercie infiniment. Donc, il y a Joaquín Ruiz Ubizarreta, dont je parlerai un peu dans l'introduction, parce que c'est, voilà, donc qui est anthropologue et donc spécialiste de culture et de langue guarani. Il y a Cecilia Adou, qui aussi me fait l'amitié de sa présence, donc qui est traductrice et qui a notamment traduit les poèmes de Susi Delgado, donc depuis le guarani. Et Anne Gouriot, ma collègue de littérature française, que je remercie aussi très chaleureusement, voilà, de s'être libérée cet après-midi. Écoutez sur Roa Bastos, et je parlerai aussi un peu d'Anne dans l'introduction. Voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la poésie de Roa Bastos au prisme du descriptif, et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Merci à Caroline pour l'organisation du séminaire et à Amadeo pour avoir ouvert des perspectives théoriques aussi riches dans la séance d'introduction qu'il a eu la gentillesse de m'adresser. J'ai choisi de vous parler donc aujourd'hui d'un texte poétique de Roa Bastos intitulé en guarani Ini Perú, c'est-à-dire El Principio, un texte paru dans sa dernière version dans le recueil Poesias Reunidas, publié en 1995. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire un mot du cadre de recherche dans lequel s'inscrit la communication que je vous propose aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé sur entre guillemets, le grand roman de Roa Bastos, Yo el Supremo, dans le cadre de ma thèse, consacrée au roman du dictateur à la première personne. J'ai découvert à ce moment-là l'œuvre poétique de Roa Bastos et j'espérais que mes recherches ultérieures m'y conduiraient. Donc, c'était chose faite avec un projet que ma collègue Anne Gouriot, collègue donc, de littérature française à l'université de Caen, et moi-même avons créé donc, à l'automne 2019 un projet qui s'intitule Matière poétique, l'élémentaire en poésie moderne et contemporaine. Si le sujet vous intéresse, nous avons créé un carnet de recherche en ligne auquel j'ai le plaisir de vous renvoyer. Donc, dans le cadre de ce projet qui est très récent, je travaille sur les poésies autochtones, donc contemporaines, dans lesquelles la question des langues autochtones est importante. Et c'est là que revient, si l'on veut, dans ma vie de chercheuse, la poésie de Roa Bastos, donc, qui est une poésie qui est profondément innervée de mythes et de langues guarani. Cette communication d'aujourd'hui marque donc pour moi un moment particulier puisque c'est la première petite pierre, si l'on veut, d'un projet de recherche à long terme avec, je l'espère, peut-être un jour à l'horizon, je modélise beaucoup, hein, mais voilà, une HDR consacrée donc à l'œuvre de Roa Bastos dans ses liens culturels, mythologiques, linguistiques avec le guarani. À ce titre, je veux dire toute ma dette et toute ma reconnaissance envers donc Joaquín Ruiz Ubizarreta, qui est donc doctorant en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS et enseignant de langue et de civilisation guarani à l'INALCO. Il est spécialiste donc des langues et des peuples, en fait, enfin de la langue et des peuples guarani. Et donc, il me fait l'amitié de sa présence aujourd'hui. Vraiment, je le remercie chaleureusement, puisque c'est grâce à Joaquín que j'ai commencé l'apprentissage du guarani. Et c'est lui qui m'a orientée dans le corpus des mythologies guarani dont je vais parler aujourd'hui. Donc,
Roa Bastos a toujours nourri un intérêt très fort pour la culture guarani, un intérêt donc à la fois personnel et collectif qui est lié donc à l'histoire paraguayenne. Il est né dans une famille plutôt aisée, plutôt cultivée, et dès l'enfance, il dit en tout cas avoir été profondément marqué par la culture guarani. Il affirme s'être senti toujours à l'écart dans son milieu, plus proche de ses enfants dont on lui interdisait à la maison de parler la langue. C'est la citation que vous avez donc là sur le diaporama. Allí vivíamos mi hermana y yo, entre nosotros hay muy poca diferencia. Y se nos prohibía entrar a ese mundo salvaje que es el que a nosotros nos importaba. Y más allá estaban los niños del lugar, que solo hablaban guaraní, idioma que a nosotros nos prohibían hablar en casa. Y mi drama era entonces integrarme a ellos, porque era eso lo que me interesaba. Dans la préface du premier roman de sa trilogie paraguayenne, donc Hijo de Hombre, une préface rédigée en français 20 ans après la première publication du roman, alors qu'il est en exil en France, Roa Bastos souligne la manière dont le guarani informe profondément la littérature paraguayenne. Dans la littérature de ce pays, la nature bilingue de sa culture, scindée entre l'écriture et l'oralité, contraint les écrivains paraguayens, au moment même où ils écrivent en espagnol, à entendre le son d'un discours oral encore informulé, mais déjà présent dans la dimension émotive et mythique du guarani. Ce discours oral, ce texte non écrit, sous-tend l'univers linguistique bivalent espagnol-guarani. C'est un texte auquel l'écrivain ne pense pas, mais qui le pense lui. Ainsi, cette présence linguistique du guarani s'impose de l'intérieur même du monde affectif des Paraguayens. Il en module l'expression colloquiale quotidienne, de même que l'expression symbolique de leur notion du monde, de leurs mythes sociaux, de leurs expériences de vie individuelles et collectives. L'ensemble de mes œuvres de fiction est coulé dans la matrice de ce texte oral guarani que les signes de l'écriture en espagnol éprouvent tant de mal à capter et à exprimer. Il y a donc cette présence, entre guillemets, linguistique du guarani dans l'œuvre de Roa Bastos, doublée d'un engagement très fort pour la défense des cultures autochtones. Cet engagement passe, par exemple, par la publication en 1978 d'une compilation de textes fondamentaux sur les mythes guarani, collectés par des ethnologues, dont Léon Cadogan, Hélène et Pierre Claes, Bartomeu Melia, une compilation qui s'intitule Las Culturas Condenadas. Donc, à la fin des années 70, Roa Bastos alertait sur les dangers qui menaçaient les cultures autochtones en s'appuyant évidemment sur sa notoriété, sur la scène internationale et notamment sur la scène universitaire française. Il a participé, comme vous le voyez dans la colonne de gauche du diaporama, il a participé au volume dirigé par Rubén Barreros Aguirre, Literatura Guarani del Paraguay, paru en 80. Il y écrit, j'ai surligné en jaune, il y écrit l'introduction du chapitre sur les textes H. Guayaki, une introduction qu'il intitule Un pueblo que canta su muerte, une image donc reprise notamment à son Requiem de Fuego. Ce volume, et comme vous le voyez dans la table des matières en bas, Roa Bastos propose une première version de ce qui deviendra Inipero, le texte dont nous allons parler dans quelques instants. Ce volume, donc Literatura Guarani del Paraguay, dirigé par Rubén Barreros Aguirre, compile notamment les textes mythiques d'Embia Guarani, collectés par Léon Cadogan, qui les intitule Aivora Pota, titre ensuite traduit par El Fundamento del Lenguaje Humano, repris par Clastre dans Le Grand Parler. Le volume contient également des textes mythiques des Apapocuva collectés par l'ethnologue brésilien d'origine allemande Kurt Nimondayu Unkel au début du XXe siècle. D'abord paru en allemand, puis traduit en espagnol par Juan Francisco Recalde sous le titre La leyenda de la creación y juicio final del mundo. C'est de cette traduction qui circulait déjà à l'époque de la composition d'Inipero par Roa Bastos, datée de 1947-48 pour sa première version. Donc c'est de cette traduction que s'inspire Roa Bastos pour composer Inipero, donc un long poème, si l'on veut, de 5 sections, racontant l'île de la création.
Donc les 5 sections, el principio, el primer hombre, nacimiento de Cunha, donc la femme, castigo de Cunha et la destruction. Donc si Roa Bastos a plusieurs fois repris le texte conformément à sa poétique des variations, je travaillerai pour ma part, je vous le disais tout à l'heure, sur la version parue en 1995 dans les Poesias Reunidas. En comparant Inipuru au poème mythique Guarani recueilli par les ethnologues, j'ai constaté que l'une des transformations proposées par Roa Bastos était l'ajout du descriptif, en tout cas d'un certain descriptif qui n'est pas vraiment déployé en fait dans les textes sources. Je vous propose donc de nous pencher dans un premier temps sur le descriptif dans le texte de Roa Bastos, dans son rapport notamment au texte de Nimandayou, et nous verrons ensuite que ce descriptif semble avant tout signaler sa propre impossibilité et renvoie peut-être à cet in-objet auquel faisait référence Amadeo Lopez dans la séance introductive du séminaire, puisque le divin ne peut être véritablement appréhendé. Tout se passe alors comme si la vision se substituait à la vue, loin de n'être qu'un effet rhétorique ou un simple jeu de mots de ma part. Nous verrons que cette substitution de la vision à la vue est au cœur de la poétique de Roa Bastos. Dans la première partie, donc, nous verrons que de la leyenda de la création à Inipuru, d'écrire, c'est d'abord écrire, d'après un modèle. Dans Inipuru, le descriptif est bien, je cite Philippe Hamon, ce lieu du texte où se polarise et se fond la mémoire, les différentes mémoires du lecteur. Donc des mémoires que la poésie de Roa Bastos maintient vivantes, transforme, crée ou modèle. Philippe Hamon écrit qu'un savoir est un texte déjà écrit ailleurs et que la description peut donc toujours être considérée, peu ou prou, comme le lieu d'une réécriture, donc comme un opérateur d'intertextualité. Describere, c'est ce qu'il rappelle, page 48, c'est écrire d'après un modèle. Et pour Roa Bastos, le premier modèle, c'est Nimandayou, comme l'indique l'exergue d'Inipuru tiré des Poesias Reunidas. Donc j'ai intégré le scan, selección de textos inspirados en algunos de los cantos que componen la leyenda de la creación y el juicio final del mundo como fundamento de la religión de los Apapocuva guaraní, recogidos por Kurt Nimandayou Unkel. Donc la leyenda recueillie par Nimandayou raconte, pour situer un peu brièvement quand même le texte, raconte dans le premier chapitre, qui s'appelle Inipuru, la création du monde par Nyanderuvusu, donc le grand-père sans tiret, puis la création de Nyanderumbaekua, donc notre père qui sait toutes choses, puis la création de la femme Cunha, et enfin celle des jumeaux. Ce premier chapitre comporte 47 sections, ou 47 paragraphes. Le second chapitre, Gorapote, raconte la destruction, la longue marche des hommes avant le déluge et se termine sur l'image des rescapés frappant aux portes du ciel. Et ce chapitre compte 12 paragraphes. Donc, dans le poème de Roa Bastos, les 4 premières sections, donc El Principio, El Primer Hombre, Nacimiento de Cunha, Castigo de Cunha, reprennent simplement le début en fait du premier chapitre, c'est tout, de Nimandayou. Roa Bastos, par exemple, ne développe pas la longue histoire des jumeaux qui occupe pourtant presque la totalité des 47 paragraphes chez Nimandayou. Et la dernière section du poème de Roa, La Destruction, correspond au second chapitre de Nimandayou Gorapote. Donc, regardons, si vous le voulez bien, le texte de Nimandayou traduit en espagnol, donc tiré de l'ouvrage de Rubén Barrero Sagué. Donc, j'ai mis pour le plaisir le texte en guarani au-dessus, mais voilà, je n'oserais pas le lire, mon accent n'étant pas encore, optimal. Voilà. Donc, je vous propose de ne lire que le premier paragraphe, avant la création de Nyanderumbaekua, donc par Nyanderuvusu. Nyanderuvusu vino solo, en medio de la oscuridad se dejó ver. Los eternos murciélagos ya estaban allí y lucharon con él en la oscuridad. Nyanderuvusu tenía el sol sobre el pecho y trajo el eterno palo cruzado, lo colocó hacia naciente, piso encima, empezó la tierra a nacer.
Hoy día, el eterno palo cruzado quedó como sostén de la tierra. Luego que él quite el sostén, caerá la tierra. Después trajo el agua. Donc, au niveau de, disons, la trame narrative, ce premier paragraphe correspond chez Roa Bastos à la première section de son poème, donc avant la création de Nyanderu Mbaekua. Donc, voici l'extrait de Roa Bastos qui est un peu long, mais je vais lire quand même les premières strophes. Ce sont donc les vers 1 à 64. El principio. Nyanderuvusu, Oguae Ovu Nyanderuvusu. Le presidía un trueno silencioso. La oscuridad tapaba los caminos, pero su diestra relampagueante apartaba las tinieblas aproximándose con un sol sobre el pecho. Desde mucho antes de aparecer en medio de los murciélagos eternos, Nyanderuvusu envió signos de su presencia solitaria. Nyanderuvusu, el gran padre, dueño de la luz que aún no era la luz, del viento que aún no era el viento, del agua que aún no recogía los ríos y montañas con la punta de su lengua húmeda. No había caminos en la gran noche del principio. Solo Nyanderuvusu conocía el camino, como el relámpago conoce el suyo, y lo hace y deshace al instante. Iñiperu, Oñiperu, Nyanderuvusu, O. Todo esperaba el nacimiento del principio, en una concentración de fuerzas, atropellándose desde atrás hacia adelante, en un remolino oscuro, bajo las alas membranosas de los murciélagos eternos. Todo esperaba, je ne vois pas avec la barre, la aparición de Nyanderuvusu, con oídos todavía de piedra, con ojos todavía sin miradas, conteniendo el aliento inmortal. De pronto el sueño infinito se interrumpió. El viento empezó a respirar débilmente. Un fuego azul comenzó a chisporrotear sobre el ala del murciélago más distante. El trueno estalló en dos grandes bloques de Itaú, de piedra negra, y Nyanderuvusu apareció solo y profundo con el sol sobre el pecho. Nyanderuvusu, el gran padre brillante que está antes del principio y después del fin y en medio de todo. Nyanderuvusu, Omoñiperu, Iñiperu. En medio de la luz cegadora que le brotaba del pecho, Nyanderuvusu estaba solo, el último, pero también primero, el que está antes del principio y después del fin. Nyanderuvusu atraía o separaba las cosas de sí con sus latidos resplandecientes. Las cosas aún no creadas las iba sacando de su propio ser increado, y la palabra alma iba saliendo de sus labios. Los murciélagos eternos, celosos de su guarida inmemorial, se abalanzaron sobre Nyanderuvusu, queriéndole azotar el rostro con sus alas. Donc, ce qui correspond, vous l'avez vu, à un paragraphe de moins de 6 lignes chez Nimwandayu, devient une section complète de plus de 90 vers chez Roa Bastos, qu'ajoute notamment Roa Bastos par rapport au texte de Nimwandayu du descriptif, et un descriptif pour le moins paradoxal, comme nous allons voir dans la deuxième partie de cette présentation. Roa Bastos mentionne également une autre source en exergue, donc dans la version des Poesias Reunidas. Il s'agit de la Genèse recueillie et publiée par Léon Cadogan sous le titre Aivor et Pota. Si l'ouvrage de Cadogan est paru dans sa version complète en 1959, donc une dizaine d'années après la première parution du poème de Roa Bastos, la première version de Cadogan est de 1946. Il est donc plus que probable que Roa Bastos en ait eu connaissance, tant l'hypothèse est évident. Voici les premiers paragraphes du mythe recueilli par Cadogan. Nuestro Padre último, primero, para su propio cuerpo creó de las tinieblas primigenias las divinas plantas de los pies, el pequeño asiento redondo, en medio de las tinieblas primigenias los creó en el curso de su evolución. El reflejo de la divina sabiduría, órgano de la vista, el divino oílo todo, órgano del oído, las divinas palmas de la mano con la vara insignia, las divinas palmas de las manos con las ramas floridas, dedos y uñas, las creó Nyamandui,
en el curso de su evolución en medio de las tinieblas primigenias. Roa Bastos ne reprend pas la trame donc de Cadogan, mais s'inspire de nombreuses images, hein, vous l'avez sans doute perçu là, et notamment donc il s'inspire du réseau métaphorique de la lumière et des ténèbres, comme nous allons à présent donc le voir. En se penchant plus précisément sur ce descriptif, dans la première section du poème de Roa Bastos, on constate tout d'abord un premier paradoxe. C'est un descriptif qui ne décrit pas, il exprime l'indescriptible. En effet, Iñépero est rempli d'oxymores, d'antithèses, de paradoxes répétés qui réunissent tout et son contraire. El trueño silencioso, au vers 1. La luz que aún no era la luz, el viento que no aún era el viento, au vers 13-14. Oídos todavía de piedra, ojos todavía sin miradas, au vers 31-32. La luz cegadora, au vers 49. Et bien sûr, tout un réseau omniprésent d'isotopies contraires de la lumière et des ténèbres. Oscuridad, tinieblas, gran noche, remolino oscuro, d'une part, su diestra le relampagueante, un sol sobre el pecho, la luz, el relampago, un fuego azul, etc. D'autre part. Évidemment, ce paradoxe du descriptif qui tend vers l'indescriptible vient de la nature de l'objet à décrire. Le divin, la création, nuestro padre último primero, Ñanderu Vusu. Le divin, par nature, relève de cet in-objet dont parle Philippe Hamon, et le sacré, l'invisible, le divin ne peuvent être saisis, ne peuvent être vus. Donc si le premier paradoxe du descriptif tient au caractère indescriptible du divin, l'intérêt et la singularité du poème de Roa Bastos viennent de ce qu'il est pourtant tout entier porté par un élan descriptif, par un désir de voir l'invisible. C'est le second paradoxe du descriptif dans Iñépero, l'indescriptible ne signe pas la défaite du désir descriptif. En effet, dans les deux premières sections, consacrées donc à Ñanderu Vusu respectivement et au premier homme Ñanderumba Ekua, le poème de Roa Bastos est animé d'une tension vers le portrait. Il s'agit de saisir el rostro de Ñanderu Vusu, un terme qui est répété à 6 reprises uniquement dans les sections 1 et 2. Cette tension correspond à un désir de voir, comme en témoigne l'omniprésence du champ lexical de la vue. Je vous propose de nous arrêter quelques instants sur quelques vers de la section 2, El primer hombre. Ñanderumba Ekua, Ñanderu Arandu, el hombre que siente el tiempo, vio la cerrazón que empezaba a devorar los peñascos. Subido a la rama más alta del árbol más alto, buscó la faz de Ñanderu Vusu, pero solo podía ver a ciegas el gran sol de su pecho. Ñanderu Vusu llamó a los animales y a los pájaros que pasaron trotando y volando, buscando su color, su propio grito, sus manchas, sus guaridas, sus distintas violencias. Y en la orilla del mundo, arropado en vapores azules, el gran tigre primitivo de piel de ciego y fuego, dormitando, los miraba pasar. ¿Cómo eres, Ñanderu Vusu? ¿Cómo es tu rostro? Preguntó Ñanderumba Ekua. Ñanderu Vusu no contestó, le mostró solamente el espejo azulado del agua. Cuando Ñanderumba Ekua se encontró con su imagen, se puso a temblar. Miró nacer la noche y en el lugar de su rostro en el agua vio la luna de ojos verdes y mansos, que lo miraba a él, como llamándole. Tout comme Ñanderumba Ekua, el primer hombre, le lecteur cherche à voir Ñanderu Vusu, à saisir son visage, mais le portrait se dérobe en permanence, ce que signalent les répétitions qui épuisent la possibilité descriptive, comme si l'abondance nourrissait en fait la lacune de la description. Philippe Hamon souligne à cet égard le lien entre descriptif, radotage et tautologie, qui donne au texte l'impression de faire du surplace. Et en effet, progresse-t-on dans le portrait de Ñanderu Vusu? On sait qu'il est étincelant, avec ce soleil sur la poitrine, et c'est tout. Le lecteur est tout comme ces murciélagos eternos, celosos que se abalanzaron sobre Ñanderu Vusu, queriéndole azotar el rostro con sus alas. Au vers 61 et suivant, nous approchons, nous frôlons, aveuglés, cette lumière éblouissante qui englobe tout, sans parvenir à en saisir les contours.
Donc, si Junipero déploie les paradoxes du descriptif dans une tension entre l'impossible saisie et le désir de percevoir, c'est aussi par la mise en œuvre d'une poétique très sensuelle qui est faite d'images, de couleurs, de sensations. Je pense par exemple, sans chercher l'exhaustivité, au contraste très saisissant, très pictural entre obscurité et lumière, au fuego azul, mais aussi à l'ouïe, très sollicité dans le poème. C'est le tonnerre qui éclate, ce sont les battements de Nyandervusu, c'est la voix de Nyandervusu que lleno el mundo de grandes suspiros. Et dans les autres sections dont je n'ai pas parlé, c'est el zumbido musical de sus gestos profundos, Nyandervusu alzando más la voz. Et c'est surtout le vacarme de la destruction, el gran ruido. Volvió a caer como un gran trueno la voz de Nyandervusu, puis ce sont la marche et la danse des hommes a compás del canto sagrado, golpeando la tierra con el ritmo creciente de sus largos arcos. El canto sagrado del final, ce requiem en fait qui reste inconnu du lecteur dans le hors-champ sonore du poème. Là encore, le lecteur ressent la puissance du mythe, mais c'est à lui d'en construire l'univers descriptif sensoriel grâce au pouvoir de son imagination. Cette poétique sensorielle, elle repose évidemment sur de nombreuses métaphores. Figure de l'image, c'est peut-être aussi la figure poétique par excellence, je ne sais pas. La métaphore nous invite à explorer une autre piste. En effet, le lecteur, aveuglé par le divin, est touché par le sacré grâce au pouvoir de son imagination. Ne s'agirait-il donc pas de substituer à la vue, imparfaite, impossible, la vision, celle qui permet l'extase mystique ou poétique, tant il est vrai que le mystique et le poète partagent bien des points communs pour Roa Bastos, comme nous allons le voir à présent. En effet, Roa Bastos réunit le mystique et le poète, deux figures qui cherchent à s'élever au-delà de la réalité grâce à l'intuition. El místico religioso, je vais pas y arriver, y el poeta no proceden por avances cognitivos, sino por levitación intuitiva. Su lógica no es la lógica consciente. Al místico y al poeta, la evidencia les es revelada por imprevistos trasrumbramientos, por la oración si es verdadera, es decir, si encierra el alma viva en anhelo de eternidad, logrará el místico transfundirse en el océano del ser divino. Por la metáfora, si es verdadera, es decir, si encierra el valor del instante eternizado y vivo por sí mismo, llevará el poeta al ápice de su misión de créateur. Donc la métaphore, on voit, est au poète ce que l'oraison est au mystique, una rampa por la cual se consuma la evasión del ámbito estrecho y perecedero para alcanzar, en cambio, la plena comunión con la divinidad. Donc parce qu'elle est fondamentalement sortie de soi, cette extase poétique invite le lecteur à décentrer les perspectives pour faire l'expérience d'une communion avec le monde. La métaphore rejoint donc ici pleinement le mythe, puisque tous deux nous rapprochent, ou en tout cas s'efforcent de nous rapprocher de cette communion. Alors que le mythe est plus volontiers associé au mode narratif, de par son étymologie, cette adéquation entre le descriptif, ou en tout cas un descriptif sensoriel, via les figures de l'image, donc cette adéquation entre le descriptif et le mythe constitue une entrée, me semble-t-il, pour interroger la bipartition narrative-descriptif contestée par Philippe Hamon. En effet, Roa Bastos fait de la sensation, celle du poète, et celle que le poète insuffle à sa création, le fondement de l'écriture poétique. El poeta se siente. Reparemos en el valor de esta palabra. Insertado en la intersección de los vastos círculos deslumbrantes del universo. La más pequeña cosa adquiere un sentido enorme al fulgor de su sensibilidad. No describe, no traza líneas demarcatorias, no hace mero diseño por yuxtaposición de las partes que son objeto de su visión. Se trata nada menos de que hallar en sentido las relaciones profundas de las cosas, no sus reflejos superficiales. Se trata de animar la cosa, el objeto, no inmovilizarlo bajo nuestra mirada. Donc, pour insuffler la vie, le poète ne doit pas décrire, au sens où l'entend
une tradition réaliste. Nous avons vu que le descriptif ne décrivait pas dans Inipero, mais suggérer, faire sentir. C'est le sens de l'élan descriptif du poème, porté par un univers sensoriel très riche, à la recherche d'une vision. Le mythe, ainsi, ne serait pas lié au narratif, mais davantage au descriptif, puisque c'est celui-ci qui permet la vision. C'est pourquoi la poésie de Roa Bastos n'innove pas au niveau narratif, puisque je le disais dans la première partie, Inipero suit globalement le récit mythique de Nimandayu, mais il innove au niveau descriptif, dans la vision poétique offerte au lecteur. De cette manière, le poète peut mener à bien sa mission. Todo poeta, para ser verdadero, no debe discurrir en verso, sino inventar mitos. Donc, Roa Bastos cite Platon, et il ajoute: Este inventar mitos es quizás la razón suprema de la poesía. En la creencia en el mito y la sutil empresa demiurgica de suscitarlo. En la fe poética, en fin, puesto que solamente ella, como tal fe, puede producir el milagro estético, que no es otra cosa, como también acontece en la fe religiosa, más que la momentánea y súbita suspensión de las leyes naturales, en este caso, las normas lógicas o formales. Ainsi, le descriptif se déploie-t-il dans ce poème à travers plusieurs prismes. Décrire, c'est bien écrire d'après des modèles. Et décrire, c'est aussi signaler l'impossible description, sans pourtant renoncer, non pas à voir, mais à sentir et à faire sentir la puissance de la création. Que fait finalement Roa Bastos en décrivant sans décrire l'acte créateur de Nyanderuvusu? Dans ces répétitions qui épuisent la possibilité descriptive, nous avons, me semble-t-il, une piste stimulante. Philippe Hamon explique en effet, via ce lien à la redondance, à la tautologie, au radotage, que le descriptif est lié au métalangage, que l'on retrouve d'ailleurs dans les opérations de traduction. Et c'est bien en partie ce que fait Roa Bastos, traduire en les transformant des textes sources, qui sont eux-mêmes, ou transcrire en les transformant des textes sources, qui sont eux-mêmes des traductions. Dans cette perspective, toute description parlerait davantage des mots que des choses. Alors, ce dont finalement parle Inipero, c'est peut-être avant tout des origines de la poésie. Et si parler d'effets de réel n'a pas beaucoup de sens pour Inipero, on peut en revanche parler d'effets de vérité. Comme l'écrit Philippe Hamon, la seule manière qu'a un texte littéraire d'être vrai, c'est de se référer à la seule manifestation véritable, autrement dit de se citer, de se décrire soi-même. En ce sens, plus que le poème de la création du monde, Inipero serait el principio de l'écriture poétique, et c'est là toute la force d'une poésie véritablement démiurgique. Merci de votre attention. Alors du coup, comme une de mes doctorantes, Alexia, que tout le monde connaît bien, fait sa thèse sur la poésie féminine mapuche, il m'a semblé que c'était la personne idéale pour mener les débats. Donc je lui cède tout de suite la parole. Alexia, à toi. Alors tout d'abord, merci beaucoup Cécile, j'ai trouvé que votre intervention était très intéressante et j'ai vu pas mal de parallèles avec ce que j'étudie évidemment, même si j'étudie donc la poésie des femmes mapuche écrite par les femmes mapuche. Je me suis posé des questions quant à la forme des poèmes, tout d'abord. J'ai pas mal de questions, on va commencer par l'ordre que je lui ai donné. Je me demandais s'il y avait des études sur la diglossie dans la poésie de Roa Bastos, si justement, parce que je pense à Hugo Carrasco et à Iván Carrasco, qui sont chiliens et qui, eux, disent qu'une poésie qui est faite en 2 colonnes, comme ça, comme Cadogan a fait, c'est ce qu'on appelle du registre double. Et ce qu'a fait Roa Bastos, c'est ce qu'on appelle du collage ethno-linguistique ou de l'anti-autotraduction, parce que j'ai vu qu'il y avait des vers entiers qui n'étaient pas traduits. Quand, à un moment, c'est écrit Nyanderuvusu, Omoniempini, Inipiru. Et je me suis demandé donc, quel impact avait cette diglossie dans les textes de Roa Bastos. Qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi ne pas l'avoir traduit? Je voulais avoir votre avis sur cette forme-là. Merci Alexia. Je me souviens bien de ton sujet de recherche. Tu m'avais envoyé des textes de poétesses mapuche. Je me souviens, j'avais beaucoup apprécié. Donc merci pour ton intervention. Alors, il y a une expression que tu as utilisée qui m'intéresse beaucoup quand tu as dit que Roa Bastos pratiquait davantage
Est-ce que tu peux redire parce que je ne connais pas Le collage ethno-linguistique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des textes en castillan, il va y avoir des mots d'une langue autochtone, ou bien des vers entiers traduits. Et là, on a Melissa Stocco, qui est une Argentine qui a travaillé sur la poésie mapuche, dit que c'est de l'anti-auto-traduction, justement. C'est ça. Dans le cas des Mapuche. J'ai du mal à anti-auto-traduction, d'accord. Oui, c'est intéressant comme concept. Alors, pour Roa Bastos, si j'ai bien compris, tu me demandes dans quelle mesure la diglossie est importante dans son œuvre poétique, c'est ça? Oui, elle est fondamentale en fait. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'importance du Guarani chez Roa Bastos. Bon, on connaît tous les travaux de Milagros Esquero. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a encore beaucoup de choses à dire, surtout sur la partie poétique qui finalement n'a pas été tant travaillée que cela, alors qu'elle est vraiment, elle est magnifique. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la diglossie, qui est donc fondamentale, puisque Roa Bastos, comme il l'explique d'ailleurs lui-même, parce que finalement peut-être que le plus grand commentateur de l'œuvre de Roa Bastos, c'est Roa Bastos lui-même, qui a écrit énormément, qui a presque enfermé l'interprétation même de ses textes, parfois dans des... Voilà, comme ces grandes figures octoriales qui commentent et qui commentent leurs textes, on a parfois du mal à sortir de leurs propres interprétations. Et donc, voilà, il a souligné très, très souvent l'importance du Guarani, tant du point de vue linguistique que du point de vue plus généralement voilà, culturel. Mais dans les poésies, ce qui est intéressant, c'est qu'il à la fois, il innove parce qu'il fait une œuvre poétique qui est quand même très singulière. Bon, là, j'ai travaillé sur Eni Perú, mais disons que dans d'autres textes poétiques, je pense par exemple à dans El Naranja l'Argente, ou voilà, il y a pas tellement, enfin, il y a une présence, comment dire, bien sûr du Guarani, mais pas nécessairement des mythes en tant que tels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a écrit quelques poèmes, alors il n'y en a pas beaucoup, mais quelques poèmes, Nyane, donc en guarani, voilà, sans les traduire. À ma connaissance, il ne les a pas traduits. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait très bien à ta question. Je cherchais à savoir vraiment quel usage il en faisait finalement, et même à quel, disons, quel est le lectorat visé finalement. Parce que je pense que, même comme dans le cas des Mapuche, ceux qui parlent Mapuche ne lisent pas forcément Mapuche, donc ceux qui parlent Guarani ne lisent pas forcément Guarani. Et donc, la lecture de Roa Bastos seront, je pense, peut-être que je me trompe, mais majoritairement des Blancs et qui parlent uniquement castillan. Et donc, je voulais un petit peu savoir quel était cet usage, en fait. Mais je pense que c'est très difficile à la limite de le repérer parce qu'il est omniprésent. Tu vois, mais ce que tu dis sur le lectorat, et je pense, alors je suis pas, j'ai fait aucune étude de lectorat, aucune étude de réception, encore moins au Paraguay sur l'œuvre de Roa Bastos, mais oui, je suppose qu'il est plus connu oui, d'un certain lectorat plus marqué par la langue espagnole, quoi, très certainement. Le paradoxe qu'on trouve dans les poésies qui utilisent le registre double, le collage ethno-linguistique. J'avais aussi, tu parlais que je retrouve le terme, le paradoxe poétique, non, le paradoxe du descriptif. Oui. Et tu parlais du couple lumière, ténèbres, de la complémentarité. Et en fait, voilà, je me suis demandé si ce couple lumière-ténèbres, excusez-moi, cette dichotomie entre lumière et ténèbres n'était pas une façon de reproduire aussi la cosmovision autochtone qui est souvent basée sur une complémentarité des forces contraires finalement. Parce que là, tu disais même que dans la force oxymore, des paradoxes, des antithèses, et encore une fois, on est sur une franche dichotomie qui rappelle la complémentarité qui est centrale dans les principes autochtones. Je ne sais pas ce que vous pensez, ce que tu penses de ça. Alors, pour être honnête, je n'ai pas une connaissance assez spécialiste, assez scientifique des cosmogonies autochtones, mais ce que je peux te dire en revanche, c'est que ce couple d'antithèses,
tu es là. Ce couple d'antithèses est présent chez Cadogan, sauf si je me trompe. En fait, j'ai peur que Joaquin, après, me dise que j'ai oublié quelque chose. Ou que, voilà. Donc, sauf si je me trompe, il me semble que ce couple de la lumière et de l'obscurité est très important, enfin, je crois, chez Cadogan. Donc, mais oui, j'imagine enfin, ça semble assez logique que cette dualité soit très présente dans les cosmogonies et qu'on la retrouve aussi chez Roa Bastos. J'avais encore 2 petites questions. Ouais, vas-y. Merci. Vous parlez d'une forme tu parlais d'une forme de synesthésie, en tout cas la multiplication des sens. Enfin, on a eu surtout l'ouïe et la vue. Et tu disais que c'était lié à l'indescriptible du divin, du sacré. Et de la même façon, cette question, elle se rapproche un petit peu de ce que je disais auparavant, mais je me suis demandé si ce n'était pas une façon aussi de décrire un espace tel, c'est-à-dire de rompre justement toutes les frontières et de créer une sorte de l'environnement, en fait. Je voyais ça vraiment comme une communion de l'être humain avec le divin, qu'on retrouve aussi dans les cosmovisions autochtones, qui est vraiment cette transversalité entre le divin, les plantes. Enfin, je ne connais pas très bien la cosmovision guarani, mais je sais que la Mapuche est animiste, et par exemple, là, ça pourrait concorder, en fait. Et donc, c'était juste une remarque pour dire que ça me faisait penser à un espace total, justement, cette idée de communion avec le mythe, que tu appelais communion avec le mythe. Mais moi, je voyais une sorte de transversalité entre l'être humain et le divin, le sacré, et tout l'environnement, finalement. Oui, c'est une perspective qui est très intéressante. Je ne pourrais pas encore te répondre pour les cosmogonies guarani parce que je commence, vraiment, c'est un chantier de recherche que, en tout cas pour ma part, moi je découvre avec grand plaisir. Mais par contre, pour Roa Bastos, oui, c'est clair, il y a une volonté de créer, enfin j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de créer par un réseau sensoriel très important, un réseau d'images, un réseau de sensations, etc. Il y a la volonté de créer presque un hors-temps, un hors-lieu dans lequel le lecteur est transporté dans une forme d'extase, en fait, qui est par définition, dont la finalité est par définition la dissolution de l'ego, en fait, et la communion avec le tout. Donc oui, je pense que ça a beaucoup de résonance avec ce que tu suggères, ce que tu analyses. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner la référence dans le chat de... Tu parlais c'était une critique, je crois, non j'ai oublié ce... ça dépend de quoi tu parles. Il y a de l'auto-anti-traduction. Oui, je crois que c'était ça. Anti-auto-traduction, c'est Carrasco. Elle a fait une thèse sur l'auto-traduction. Je t'enverrai si tu veux. Oui. Je t'enverrai. Merci. Et enfin, ma dernière question, tu disais que le mythe, normalement, était de l'ordre du narratif. Mais finalement, je me suis demandé si en fait, je me suis demandé si c'était le cas en point de vue guarani, parce que finalement, le guarani et donc la culture guarani, comme les autres cultures autochtones, était fondamentalement orale. Et je sais que dans le cas mapuche, les mythes étaient transmis par les chants qui, eux, se rapprochent plus de la poésie. Et donc, je me suis demandé si écrire le mythe depuis la forme poétique, c'était pas une façon de se rapprocher de l'authentique mythe et de l'authentique façon d'exprimer ce mythe, c'est-à-dire la tradition orale, en fait. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire en fait en montrant que finalement nos catégories occidentales avaient tendance déjà à opposer narratif et descriptif et que finalement quand on voyait le travail poétique de Roa Bastos, ça n'a même presque plus de pertinence en fait. Parce que dans le descriptif se loge le narratif et nous qui avons quand même souvent tendance par l'étymologie à associer narration, associer un mode narratif en tout cas au mythe, puisque c'est un récit, voilà. Si on regarde dans les manuels du secondaire, etc., on va trouver forcément l'association entre mythe et récit. Eh bien, cette distinction finalement n'est pas tellement pertinente
chez Roi Bastos. Et c'est très certainement lié, oui, comme tu le dis, à cette volonté de revenir à d'autres, entre guillemets, littératures. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que Joaquin, du coup, pense de toutes ces questions-là, mais en tout cas, merci beaucoup, Cécile. C'est moi. Joaquin, tu veux Si peut-être Joaquin compléter ce que veut... j'ai dit, non? Je ne sais pas, n'hésite pas. Non, non, justement, euh, bonjour à tout le monde d'abord. Euh, je dis rien parce que j'ai rien à dire. Bah, je sais pas si j'ai l'autorité pour dire j'approuve tout, mais oui, c'est- j'ai aucune compétence pour dire, pour parler des poésies et des genres discursifs, narratifs. Je connais les mythes guarani et la mythologie amérindienne en général, mais comme anthropologue, pas comme dans notre, pas selon, selon l'axe que vous, que vous proposez, mais je trouve assez intéressant justement parce que ça renvoie. La seule chose que je dirais, c'est que je vois que dans la poésie de Roa Bastos, où comment on récupère les mythes, un poète récupère les mythes, il récupère aussi selon son expérience dans des catégories occidentales, et avec plusieurs lectures, et tu l'as bien montré, Cécile, de la lecture de Numendayou, il va compléter avec la lecture de Cadogan et d'autres lectures que peut-être tu n'as pas eu le temps de développer, mais aussi les gens, les Guaranis, quand ils entendent les mythes, ils vont compléter ces images qui sont évoquées avec leur propre expérience pour créer une description qui n'est pas faite dans le premier vers, mais ça renvoie à toute une expérience en zoologie, botanique, que pour nous, c'est juste le nom des animaux, mais pour les Guaranis, c'est tel ou tel. Et, et ça explique, ça explique d'autres choses que nous, sans faire un peu d'ethnologie, on n'a pas la capacité de faire les liens. Donc, il y a aussi un descriptif. euh, on crée tous une description, on crée toute une image derrière, on décrit quelque chose qu'on est en train de lire et qui n'a pas, qui ne propose pas une description. Je ne sais pas si je m'explique. Merci beaucoup. Merci, Joaquin. Merci beaucoup, Cécile, pour cette communication que j'ai trouvée très intéressante et qui, comme à chaque fois dans ces séminaires, et c'est bien là toute la richesse et les bienfaits de ce genre de rencontres, tu parles de poésie et en même temps, ça ouvre des perspectives aussi pour le roman. Et effectivement, sans doute à travers, comme l'a évoqué Alexia, à travers le mythe, qui est normalement, entre guillemets, le plus souvent associé à la narration, qu'on retrouve dans le roman et qui pourtant, à la base, est un récit oral et donc aurait plus tendance à aller avec la poésie. Et aussi, ce rapprochement se fait à travers tout ce que tu disais sur l'usage de la métaphore, qui finalement est plus là pour faire sentir, pour suggérer. Et nombreux sont les écrivains qui, dans les romans, ont réfléchi en même temps qu'ils mettaient en application cette rénovation linguistique en quelque sorte. Et donc moi, je souhaitais rebondir, peut-être voilà, poursuivre l'échange sur tout ce que tu disais, Alexia. Je te remercie d'ailleurs pour tes remarques et tes questions. C'est très intéressant. Et notamment ce dont tu parlais, moi aussi, je ne connaissais pas ces mots, alors je ne me rappelle plus très bien, l'auto-anti-traduction et le collage ethno-linguistique, c'est ça? Voilà.
Et alors peut-être, pour apporter un peu d'eau au moulin, peut-être, je ne sais pas, faudrait-il aussi s'interroger sur la place, à quelle place dans le poème se situent les passages justement qui ne sont pas traduits. Et me semble-t-il, c'est vraiment tout au début du poème. Et peut-être que ça peut faire référence à ce que tu disais, Cécile, sur le fait que, sur la citation que tu as donnée de Roa Bastos, comme quoi finalement on a tous, enfin ils ont tous cette petite voix guarani, tous les Paraguayens à l'intérieur qui est là. Et finalement, ces deux vers, en plus, il me semble qu'il y a la répétition en début de vers, il y a aussi les points de suspension, comme si c'était une petite musique pour faire rentrer dans la tête du lecteur et qui allait être là tout le long du poème. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Et voilà, et aussi de manière à suggérer aussi un autre, peut-être une description ou un monde qui est le leur avec les points de suspension. Et c'est ce que vous disiez aussi, Joaquin, c'est-à-dire juste à l'évocation de quelques mots, on a ensuite toute une description d'un monde de traditions qui viennent. Je ne sais pas si ça peut être perçu comme ça. Voilà. Merci. Merci Sabrina. Oui, alors ils sont clairement, enfin, ces passages donc non, enfin ces courts vers en fait non traduits sont clairement des marqueurs d'intertexte. Voilà enfin, Laura Bastos vraiment le répète insuffisamment, sa dette à l'égard des anthropologues qui sont cités, etc. Donc oui, il y a un côté en effet mémoire alors, entre guillemets des littératures ou mémoire des mythes qui de fait est rendu explicite par la présence de vers guarani. Et Joaquin m'expliquait que ces vers, en fait, ne sont pas, en fait, sont traduits du guarani autochtone au guarani paraguayen. Donc, il y a quand même aussi une volonté de relier un certain nombre je ne sais pas comment appeler ça, de strates mémorielles, quoi, si l'on veut. Donc, mais oui, je pense que ça peut faire, ça peut s'inscrire dans la perspective que tu suggères, hein, celle des mémoires, en fait. Enfin, moi, je le vois comme une forme pas vraiment d'hommage, mais de rappel d'où vient la parole poétique, quoi. Vraiment, d'où vient la parole poétique pour Laura Bastos. Voilà, elle vient de là, clairement. Il n'invente pas. Et peut-être aussi que c'est très intéressant la traduction donc, du guarani, enfin, au guarani paraguayen, parce que ça peut peut-être éclairer la question que tu posais, Alexia, sur la réception. Qui lit et à qui est destiné aussi ce genre de poème. Et donc là, ça donne aussi un éclairage peut-être sur la question. C'est intéressant ouais, de savoir ça. Après, ça peut être Oui. vu aussi comme un acte politique. Dans le cas du Mapuche, c'est vu comme un acte politique d'intégrer. C'est une façon aussi de préserver la langue, de montrer qu'elle existe toujours, qu'ils sont présents. Et je me demande si en tout cas dans Roa Bastos, il peut y avoir une côté politique de saludo a la bandera, par exemple, comme disent certains Mapuche. Là, clairement, je ne peux pas te répondre. Oui, je pense, a priori, avec ce que je sais, j'imagine qu'il y a une dimension politique, en tout cas une dimension engagée, en fait. Hein. Voilà, mais je ne connais pas, en fait, suffisamment le contexte linguistique guarani transcrit, traduit, utilisé par Roa Bastos pour te répondre sur la question de l'engagement politique. Merci. Du coup, il y avait Yann ensuite. Après Sabrina, c'est fini. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Sabrina. Non, c'est bon, merci. Du coup, Yann. Merci Alexia. Bonjour Cécile, merci beaucoup pour votre intervention. Vous me faites découvrir une littérature que je ne connaissais pas. Et moi, je reviendrai juste dans le sens de ce que disait Joaquin il y a quelques minutes. Vous avez fait un moment une mention de l'analogie, de votre interprétation d'une analogie entre les ailes de la chauve-souris et le possible lecteur en fait qui effleurait le visage de ce dieu plein de lumière et qu'il n'arrivait pas au final à atteindre, à apercevoir, à toucher. Et justement, moi, je me demandais, dans le cadre de cette littérature, de ce texte de Genèse, de création du monde et des êtres, je me demandais est-ce qu'on en a un peu plus, justement, au niveau de la description ou du portrait des animaux, comme le disait Joaquin, qui sont
peut-être plus que des animaux qui sont parfois peut-être humanisés, qui ont une fonction mythique importante. Donc d'abord du côté des animaux, et du coup ça m'a aussi fait penser à la question du portrait du lecteur. Est-ce que dans cette poésie, à travers, je ne sais pas, le premier homme par exemple, ou les animaux comme vous l'avez sous-entendu, on a aussi la construction d'un descriptif du lecteur. Merci beaucoup. Merci Anne. Alors, j'ai pas l'impression que le lecteur, ou je ne l'ai peut-être pas perçu, hein, voilà, mais j'ai pas l'impression que le lecteur soit très présent euh, dans les textes que j'ai lus. J'ai pas l'impression qu'il y ait un... Oui, non, le descriptif lié au lecteur, je ne l'ai pas, mais c'est peut-être comment dire, je ne sais pas comment appeler ça, par erreur de débutante. Vous voyez, enfin, tu vois, c'est peut-être ça encore. Je n'ai pas encore perçu ça parce que j'étais prise par d'autres enjeux. Enfin, c'est peut-être ça. Mais je ne sens pas cette présence du lecteur. En revanche, tu me posais la question des animaux, sauf erreur de ma part, mais là encore, voilà, je pense que Joaquin saura me corriger si besoin. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de description. Enfin, il ne me semble pas, en tout cas, je pense par exemple au colibri chez Cadogan. Je ne me souviens pas je me souviens pas qu'il y ait une description, enfin, comme on pourrait l'imaginer, tu vois, dans une poésie descriptive. Je sais pas, c'est pas les Géorgiques, quoi. C'est pas Virgile. Il y a pas des épisodes descriptifs qui viennent un petit peu orner une poésie par ailleurs didactique. Enfin, je n'ai pas du tout ressenti ça. Mais encore une fois, j'étais peut-être prise par un autre prisme qui m'a un peu aveuglée aussi sur ces questions-là. Mais je n'ai pas senti de descriptif beaucoup. Ouais, c'est pour ça que j'avais posé cette question. C'est vrai, on a tous nos petites tambouilles, on va dire. Et c'est vrai, quand vous avez mentionné à la fin, en fait, ce texte comme qui serait en fait cette récit de la naissance de l'écriture, je me suis dit, si est-ce que toutes les instances de, de cette écriture étaient là, et vous avez très bien montré sur le côté des murs, je me demandais de l'autre côté. Et est-ce que je voulais ajouter aussi... euh, Ah oui, je voulais savoir si dans les citations qu'on a vues à l'écran, on voyait bien, du coup, ce descriptif par rapport à l'être divin. Mais est-ce qu'on en a aussi sur le premier homme? Je me souviens plus du nom, je pourrais pas le reciter. Nyanderumba Ekua, il me semble qu'on en a encore moins. D'accord. Je crois qu'on n'a rien de descriptif sur lui. Oui, non, il me semble qu'on a... Joaquin, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'on n'a rien. Pardon de te solliciter, mais vraiment, c'est pour compléter mes réponses. Et ce que tu as dit, Yann, tout à l'heure, enfin, tu as fait une remarque sur... enfin, tu as complété ta première question, et du coup, j'ai pensé à quelque chose par rapport au lecteur. En fait, le lecteur n'est pas présent en tant que tel, mais il est toujours quelque part présent chez Jean Bastos, précisément à cause ou grâce à, je ne sais pas, cette poétique des variations. C'est qu'en fait, comme Roa Bastos reprend, réécrit, reprend à partir d'hommes et réécrit ses propres textes. Là, tu vois, la première version, elle aurait été écrite donc, du texte de Roa Bastos, elle aurait été écrite en 47-48. Il l'a complétée, il l'a reprise, il l'a retravaillée, comme très souvent chez lui. Et en fait, cette poétique des variations, peut-être qu'en elle-même, parce qu'elle appelle beaucoup d'intra-textualité, peut-être qu'en elle-même, elle fait toujours appel finalement au lecteur, même quand celui-ci, comme moi, voilà, n'en a plus conscience tellement voilà, il est embarqué dans la poétique de la Bastienne. Oui, c'est ce qui était dit à un moment, c'est que l'autocitation, enfin la Ouais, citation en c'est tout ça. cas de l'écriture formait exactement ça. Merci beaucoup, Cécile. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit, Yann, et que tu as dit, Cécile, le poète démiurge. Je me suis demandé si, pareil, ici, il n'y avait pas une influence très occidentale de Roa Bastos, cette dimension démiurge, parce que je pense que, disons, l'orateur guarani n'aura pas idée de
de se mettre à la place du démiurge en citant ce mythe-là. Je ne sais pas si vous entendez ce que... Si, mais c'est tout à fait, mais c'est tout le paradoxe post-moderne de l'auteur qui s'efface tout en étant plus auteur que jamais. En fait, en s'effaçant de Yo al Supremo, Roa Bastos se met complètement au centre, en devenant cette figure du compilateur et en fractionnant son autorialité. Enfin, moi, il m'a semblé qu'il était plus que jamais présent, parce que justement, quand tu es lecteur, spécialiste ou pas spécialiste, tu passes ton temps à te demander ce qu'a créé en fait l'auteur. Et tout ce jeu finalement postmoderne de dissolution de l'auteur et même toutes ces théories peut-être, je ne sais pas, de la mort de l'auteur, il me semble que parfois elle désigne finalement davantage l'omnipotence en fait. En tout cas, pour Laura Bastos, ça fonctionne très bien. C'est très difficile de l'oublier. Merci beaucoup. C'est pas du tout un conteur, quoi. C'est pas le conteur qui s'inscrit dans la communauté des storytellers et qui se dissout dans le. Enfin, je le ressens pas comme ça quand je le lis en tout cas. Merci beaucoup, Cécile. Je ne sais pas, Lina, tu aurais une question peut-être? Non, pas forcément, mais disons, ça a suscité effectivement des interrogations chez moi, puisque dans ce séminaire, on n'a pas encore abordé, si je me souviens bien, justement la question de la description du descriptif en poésie. C'est que ça doit bien un petit peu gêner aux entournures quelque part. Alors c'est sûr que là, Cécile, vous avez évoqué les géorgiques, et puis quel que soit le siècle, les époques, les courants, on a des poèmes descriptifs, on a des bribes de description, plus ou moins réalistes ou plus ou moins symboliques, etc. Mais c'est quelque chose en tout cas, qui m'interroge. Et pour ça, Sabrina l'a souligné aussi sur le fait de la distinction entre la vue et la vision, entre les réseaux finalement, et la potentialité d'une image ou d'une métaphore. Peut-être comment dire, la disposition même des vers, la versification, etc., qui font que la question du descriptif n'est peut-être pas la même que pour le roman, même s'il y a sûrement des traits et des caractéristiques communes, ça se pose autrement peut-être. Mais bon, voilà, ça serait bien qu'on traite la poésie, mais bon. Donc c'est plus une remarque, hein, Alexia, je l'ai perdue, voilà. Alexia, c'est plus une remarque, ouais. Merci Lina. Oui, mais c'est une remarque qui est tout à fait pertinente parce que moi, en fait, j'avais envie de travailler Inipero. Donc voilà, le descriptif ne m'a pas sauté aux yeux la première fois en lisant Inipero. J'ai pensé à plein d'autres choses, hein, voilà. Mais j'avais envie de travailler Inipero et je me suis dit bon, le descriptif et la poésie, normalement, ça va quand même un peu ensemble. En tout cas, en Occident, on a quand même toute une tradition de poésie descriptive, etc. Mais ça m'a quand même donné du fil à retordre. C'était pas si simple que ça. La lecture du descriptif là, de Philippe Hamon m'a plongée, même si j'avais le travail d'Amadeo qui m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que ça m'a plongée parfois dans une grande perplexité parce que tous les embrayeurs de la description sont quand même très souvent analysés au prisme du roman. Une description dans le roman, on voit à peu près, surtout dans une tradition entre guillemets réaliste, on voit, voilà. Mais le descriptif dans un poème mythique, d'où aussi les interrogations que ça a suscité dans mon esprit sur la possible porosité des frontières entre descriptif et narratif. En fait. C'était pas bon, d'autant qu'en plus ces catégories-là n'ont plus vraiment d'intérêt peut-être sur ce corpus, quoi. Oui, j'avais une question, mais je crois que ça a été plus ou moins répondu. Je veux la reposer quand même. Merci beaucoup, Cécile Brochat, pour l'intervention. Ça m'a beaucoup plu le choix de sujet. Je pense que la jeunesse,
c'est d'une transcendance incroyable. C'est quand même un exercice d'abstraction phénoménal déjà en soi pour n'importe quel être humain, un poète davantage. Puisqu'il s'agit de rendre, il faut rendre par des mots, par des signes qui font sens, des choses qui sont complètement très difficiles à décrire ou à écrire. Alors moi, pour ouvrir un peu dans l'œuvre de Bastos, c'était s'il y a d'autres mythes guaranis qu'il a traduit pour vraiment parler de cette transcendance, parce que je crois que c'est quand même, pour un poète, une excuse justement pour parler de cette lévitation intuitive ou d'expression symbolique du monde. Je crois que la jeunesse est quand même un sujet qui permet ces imprevistos, translumbramientos, mais peut-être qu'avec un autre sujet, ce n'est pas si évident. Donc, je ne sais pas si cet ouvrage qu'il a écrit où il parle de faits poétiques avec un autre sujet qui ne soit pas la jeunesse, ce n'est pas si évident. Et donc, s'il y a d'autres mythes guaranis ou d'autres poèmes de Roa Bastos où on peut atteindre ce niveau de lévitation, ces fondements de l'écriture. Merci beaucoup, Sheila. Alors, pas au niveau d'Inipero. Enfin, il y a des références, bien sûr, voilà, à des mythes, à d'autres mythes, mais vraiment une reprise comme ça, aussi dense, aussi longue, aussi concentrée autour vraiment de la transcription, de la réécriture, je ne sais pas comment l'appeler, de l'écriture mémorielle, voilà, des mythes. Il me semble quand même que Inipero fait figure de très, très, très grands textes à ce titre dans l'œuvre Roa Bastian. Donc après, il y a d'autres références, mais qui vont être plus ponctuelles dans son œuvre poétique. Après, il y en a évidemment dans ses nouvelles, dans Héros des Hombre aussi, mais voilà, c'est pas, ça n'a pas l'amplitude, l'ampleur, la grandeur d'Inipero. D'accord, merci beaucoup. Juste, ça fait partie des œuvres de la fin, donc c'est quand même une œuvre d'un poète qui est déjà complètement d'un auteur consacré. C'est bon. Alors oui, en fait, il a affirmé avoir écrit ce texte dans sa première version en 1947 et dans l'exemplaire des Poesias Reunidas qui est quelque part derrière mon ordinateur. Non, qui est juste là. Voilà, je l'avais mis là au cas où. Donc, l'éditeur en fait précise que la première version publiée de ce texte est donc parue en 1948. Voilà, 47 ou 48. Donc, c'est pas un texte tant que ça d'un auteur consacré. J'ai l'impression que c'est un texte qui l'a accompagné toute sa vie, puisqu'il l'a repris dans une forme beaucoup plus dense et complète, en tout cas dans ce volume-là, donc paru en 1995. Par contre, oui, à la parution de ce volume, oui, c'était un auteur consacré. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Oui. Merci beaucoup, Cécile, pour cette explication. Je ne connaissais pas du tout la poésie, donc je te remercie. J'ai juste une petite question, parce qu'il me semble avoir vu un paratexte guarani avant un poème. Donc, étant donné que c'est un texte sur le début du monde, je voulais savoir, selon toi, pourquoi insérer des paratextes devant? Merci. En fait, le paratexte qui est inséré signifie littéralement Nyanterovusu arrive en venant. Donc en fait, si tu veux, c'est une manière, comment dire, il y a plusieurs éléments de réponse qui me viennent en tête, mais c'est aussi une manière de reproduire la litanie qu'on retrouve notamment chez Cadogan. Le texte, en fait, revient
il revient. Et en fait, on n'avance pas vraiment. En même temps, c'est la création. Donc, à un moment donné, au détour d'un verre, voilà, ça y est, le soleil est créé. Mais en fait, voilà, on n'avance pas vraiment. Voilà. Donc, il y a ce côté quand même litanie, donc, qui est lié certainement à l'oralité. Et dans le poème de Loa Bastos, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a le texte, donc, le titre, Inipelu. Il y a la première section, ça va être El Principio, donc tu as déjà El Principio, c'est répété El Principio. En dessous, Nyanderovusu arrive, il arrive en venant. Et il reprend en fait à plusieurs reprises ces images-là. Donc, soit c'est peut-être je sais pas, un hommage, j'en sais rien, un trait, entre guillemets, littéraire, un trait d'écriture, donc des mythes et de leur litanie. Soit c'est peut-être ça fera peut-être plaisir à Yann qui me posait la question tout à l'heure du lecteur, c'est peut-être un méta sur voilà, c'est le début, encore le début de mon écriture, etc. Je ne sais pas comment il le pense. Est-ce que ça serait pas une manière, est-ce que ça serait pas une manière de s'imposer comme les débuts parmi tous ces débuts? Je ne sais pas, c'est difficile d'y répondre. J'ai beaucoup lu Roa Bastos sur son écrit, sur les romans. Je n'ai pas encore lu beaucoup Roa Bastos sur ses textes poétiques. Donc, je ne sais pas comment lui percevait les choses. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire dans la volonté postmoderne d'effacer l'auteur. L'auteur n'est peut-être jamais aussi majestueux que justement, qui peut lui-même se dire qu'il s'efface tout en étant. Enfin, voilà, il y a quand même ce désir démiurgique qui reste là. Après, bon, ta question me fait penser aussi à une phrase qui m'a marquée dans Yo al Supremo, je n'en revenais pas et je crois que je n'en suis toujours pas revenue. Alors j'ai oublié en espagnol, mais en français, c'est « Seul le semblable peut écrire sur le semblable ». Et quand tu as quand même un roman, Yo al Supremo, tu dis, bon, attends, je sais que autorité, auteur, dictaré, dictateur, d'accord, c'est lié, mais il y a quand même cet horizon démiurgique que l'auteur interroge lui-même. Voilà, comment puis-je ne pas être démiurge de ma propre création, mais en même temps, je suis démiurge et c'est ça mon travail, quoi. Ce que tu disais, Cécile, sur la litanie, je le retrouve en poésie mapuche, par exemple. Parce que dans la tradition orale, il y a énormément de répétitions pour le simple fait que c'est de la tradition orale et il faut s'en souvenir. Et donc, la répétition permet la mémorisation. Donc, il y a souvent des vers qui reviennent et qui reviennent. Et penser que peut-être que ces répétitions-là aussi sont dues à ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à Roa Bastos ou à Cadogan, ou bien à la première version du mythe qui a été écrit, les répétitions, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça, que la litanie, finalement, était un moyen de mémoriser, finalement, le mythe. Oui, complètement. Et je pense qu'il y a plein de points de convergence entre nos corpus. Si un jour ça t'intéresse, on pourrait faire un travail ensemble si le cœur t'en dit. Alors, elle va déjà finir sa thèse et après, je te la rends. D'accord? C'est la directrice de thèse qui parle. Voilà, tu la recontactes en janvier 2022 et ce sera parfait. Il y a Sabrina qui lève sa petite main. Vas-y. Avec plaisir, Cécile. Merci. Oui, Cécile, j'avais une autre question là pour rebondir justement sur ce que tu disais à Diana et ce que tu avais évoqué auparavant. Évidemment, pour avoir lu ta thèse, le poète Démiurge m'a évidemment fait penser à ce que tu redisais, le dictateur, un dictaré, c'est l'écrivain. Et donc, je voulais te demander, toi qui connais bien donc, toute l'œuvre romanesque de Roa Bastos et aussi l'œuvre poétique, dans quelle mesure pourrait-on parler, et si on peut parler finalement d'une œuvre biographique autofictionnelle chez Roa Bastos? Tu vois tout de suite où je veux t'attirer. Et si oui, dans quelle mesure? C'est-à-dire, est-ce que ce serait un auteur qui finalement se mettrait en œuvre juste pour parler de son travail de poète, de créateur au sens d'artiste,
Ou alors est-ce qu'il irait encore plus loin en réfléchissant également à son rôle d'écrivain dans la société, à son engagement citoyen en tant qu'écrivain, ou même encore plus loin, est-ce qu'il parlerait aussi de lui en tant qu'homme dans la sphère privée? Voilà. Merci. Merci Sabrina, tu m'en demandes beaucoup. Je ne sais pas si Roa Bastos parlait de lui en tant qu'homme. Je ne sais pas. Voilà, très certainement, oui, l'engagement, de toute façon, pour Roa Bastos, c'est consubstantiel voilà, à son écriture. Je ne sais pas s'il envisageait, par rapport à sa vie, une autre mission, en fait, à sa création. Par contre, voilà, sur la question la question personnelle, et la question de l'auto, tu disais, oh non, c'est pas autofiction, tu as employé une expression, je sais que c'est ton corpus de thèse, donc je sais que tu veux m'embarquer pour savoir si tu peux récupérer Roa Bastos. J'ai dit biographie autofictionnelle. Voilà. Biographie autofictionnelle. Ah non, 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 je pense que en tout cas pour Rio al Supremo, le point de convergence, en fait, c'est clairement une question d'éthique de la littérature. Comment dénoncer la dictature si moi-même, dans l'espace de la fiction, j'exerce un autoritarisme univoque en faisant une propagande, certes démocratique, mais une propagande quand même. Donc voilà, il n'y a pas de. Je pense que la convergence entre auteur et autorité et dictateur et dictaré, elle est sur la question de l'éthique dans le roman de Roa Bastos. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, tout à fait. Si. Mais peut-être que sur l'éthique, du coup, c'est peut-être une réflexion à travers lui, son engagement. Son engagement à travers justement l'écriture sur la condamnation de la dictature, ou même son engagement, une réflexion sur son travail d'écrivain, puisque comme tu le dis, effectivement, lui aussi, il utilise finalement les mêmes armes que le dictateur à travers son travail d'auteur. Oui, d'une certaine manière, il y a une forme de coercition de l'écriture. Alors, évidemment, la littérature, c'est pas la dictature, je ne dis pas ça, ce serait stupide, mais voilà, il y a une forme de pouvoir, hein, sinon, voilà, sinon les écrivains ne seraient pas condamnés à l'exil ou pire. Donc, oui, non, ça rejoint tout à fait l'engagement. Hein, l'éthique chez Roa Bastos, c'est une éthique engagée. Merci beaucoup. Je pense que Joaquin, tu voulais intervenir et tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Cadogan? Oui, justement, par rapport à ce que tu dis de l'auteur démiurgique, je ne peux pas m'empêcher de penser aux effets qu'il y a eu au Paraguay après la publication de l'œuvre de Cadogan, qui a été reçu qu'on a trouvé et publié des textes mythiques, sacrés, secrets, qu'on pouvait pas, que nulle autre personne non indigène aurait pu écouter, aurait eu le droit même de les écouter. Et donc il y a toute une mythologie autour de la mythologie guarani de Cadogan dans le milieu intellectuel paraguayen, on va dire, et au-delà. Ça a été plus ou moins importé en France par le couple d'anthropologues Clastres. Et justement, cette œuvre-là, la Raputa que tu cites, le titre veut dire fondement de la parole ou le soubassement de la parole, pardon. Donc, il y a une question de que le Dieu se crée lui-même et ensuite, la première chose qu'il fait, c'est créer le fondement de la parole pour continuer à créer les choses pour parler et dire et je ne sais pas si d'écrire ou faire de narration, mais en tout cas, je vois que ça lui plaît à Roa Bastos, cette figure, et c'est pour ça qu'il a
il la récupère ainsi. De la même manière que aussi un auteur, on va dire, un peu démiurgique, quoique il essaye de s'effacer aussi, mais il est tout le temps là, c'est Cadogan, le anthropologue qui a recueilli ces mythes sacrés et secrets, et tout en essayant de s'effacer et dire ça c'est purement ce qu'ils m'ont dit. Et, bon, on gratte un tout petit peu et on voit ça, et on voit son passage à lui. Donc il y a toujours cet auteur qui disparaît, mais est là comme le dieu, comme le dieu Nyanderu, qui fait de même dans le mythe. C'est sympa. Attends, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Donc déjà, je voulais dire à Cécile que sa communication m'avait fait penser au temps où j'étudiais Hijo de Hombre avec les étudiants. J'en garde un très bon souvenir. Et un roman où justement le mythe là, est vraiment présent en tant que récit à travers donc les contes du vieux Macario, qui représentent vraiment la tradition orale guarani. Et ma question portait donc sur l'analogie que tu as faite avec la poésie mystique. Et justement, comment est-ce que la poésie de Roa Bastos, au niveau de l'écriture poétique même, un peu se relier à l'écriture mystique? Merci Béatrice. Donc, alors clairement, c'est plus une posture j'allais dire qu'une reprise poétique. Il y a, bon, mis à part bien sûr dans la répétition ou on l'évoquait tout à l'heure, dans la litanie, en même temps, j'ai pas une connaissance approfondie des grands mystiques espagnols, voilà, mais il n'y a pas de, j'ai pas trouvé, ça m'a pas sauté aux yeux, si tu veux, la référence, l'horizon en fait intertextuel ou la mémoire d'écriture. Je crois que c'est quand même plus, outre la trame donc de Emprunté à Nimondaïou, c'est quand même Cadogan dans cette répétition, etc. Donc la dimension mystique, c'est plus, je pense, une posture peut-être qu'une référence à une tradition littéraire entre guillemets, européenne, quoi, ou partie de là. D'accord. Mais je ne connais pas, je ne travaille pas du tout effectivement sur les grands mystiques, donc peut-être qu'une ou un spécialiste verrait des points communs évidents. Je ne sais pas si tu pensais à quelqu'un ou un auteur, une autrice en particulier. Non, pas particulièrement. J'essayais de voir surtout au niveau de l'écriture, par exemple à travers cette sensorialité qui est exprimée dans les poèmes. C'est vrai, mais de mémoire, la sensualité, elle était, je crois, orientée quand même vers une sexualité, quoi, chez les mystiques, notamment femmes. J'ai pas l'impression qu'il y ait il y a des éléments entre guillemets sexuels dans le mythe, mais j'ai pas ressenti ça. D'accord. Mais j'ai peut-être une vision, comment dire, ce sont des lectures qui sont lointaines maintenant, donc voilà. Merci Cécile. Vous m'entendez? Bon, d'abord, je voudrais te remercier vraiment de cette belle communication. Tu nous as fait rentrer, pour ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai été terriblement gêné par des travaux à tuer les mouches environnantes. Bon, mais donc, il me semble que ce qui m'a frappé, c'est que tu as su présenter à travers cette notion de descriptif qui ne décrit pas, me semble la ligne directrice, tu me diras si je me trompe, de ta communication, combien Roa Bastos réussit finalement à faire rentrer
le lecteur dans cette espèce de communion en quête de l'objet inatteignable, invisible, mais qui guide, c'est-à-dire l'essentiel, c'est cette communion que tu as soulignée, d'autres l'ont souligné également, qui amène à partager à la fois les secrets, les mystères qui nous entourent et le désir qui est toujours plus loin. Béatrice faisait allusion à Hijo de Hombre. Il me semble qu'une des idées clés de Hijo de Hombre, du point de vue d'une réflexion, et pas simplement du point de vue de la, disons, de la portée politique et sociale, c'est justement que le personnage qui s'en va finalement réussit à sortir de la jungle, là, de l'esclavage dans lequel il était, bon, va en quête d'un objet qui est toujours fuyant. Et je crois que je me suis demandé, tu me répondras si tu veux bien, si finalement cette quête et cette impossibilité de cerner ne correspond pas en fait à ce qu'on a appelé la théologie négative, qui consiste à, disons, définir sans définir, à nommer sans nommer, toujours quelque chose, c'est ça mais ce n'est pas ça. Et à travers ça, nous faire rentrer dans le mystère environnant de la communion avec la nature, avec les mythes fondateurs, les frustrations. Voilà. Et avant de finir, est-ce que tu pourrais, justement pour me permettre de mieux digérer tout ce que tu as dit, m'envoyer le texte? Merci. Merci beaucoup, Amadeo. Bien sûr, je vous envoie dès qu'on se quitte par Zoom, je vous envoie le texte et je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce que j'ai pu dire. Donc oui, ce que vous dites, alors est tout à fait juste, hein, je ne connais pas la théologie, vous dites la théologie négative, c'est ça? Oui, ça me semble complètement s'appliquer à ce désir de saisir ce qui en fait reste tout le temps insaisissable. Et on retrouve aussi ça, il me semble, en tout cas dans Yo al Supremo, puisque au départ, je voulais parler en fait du descriptif dans Yo al Supremo. Mais je ne pouvais pas ne pas parler d'Inipiro quand j'ai découvert le texte, vraiment, encore une fois, grâce à Joaquin, vraiment là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Donc voilà, mais je voulais parler au départ du descriptif dans Yo al Supremo. Et on a affaire un peu au même... à la même chose en fait, à la volonté. On n'a jamais de portrait en fait du suprême. On a un miroir qui est présent en permanence et on a toujours un désir de voir, un désir aussi de cerner au sens symbolique et visuel, de saisir en fait ce personnage et en fait il reste insaisissable parce qu'on a toujours ces équivoques, on a toujours ces lignes ces frontières qui sont floues, ces partages qui ne sont pas si clairs que ça, y compris du point de vue éthique. Donc, oui, non, je pense que tout ce que vous avez dit s'applique parfaitement. Merci, Amadeo. Merci. Sylvie, tu as une question? Non, je n'ai pas vraiment de questions, mais ça suscite évidemment des interrogations, des réflexions. Et merci beaucoup, Cécile. Là, le séminaire porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il ouvre des horizons sur des univers littéraires que personnellement je ne fréquente pas et qui sont toujours très intéressants. C'est toujours la découverte. Donc, merci beaucoup. Moi, j'avais l'idée que vient d'exprimer Amadeo, c'est-à-dire cette idée de désir, mais qui n'est pas, je dirais, propre au texte que j'ai entendu, mais à travers les différentes communications
qui ont été présentées, on voit cette ligne directrice du désir de décrire, du désir de dire, et de dire quoi? De dire l'indicible. Et la difficulté, d'où ce que Philippe Hamon appelle des prétéritions, c'est-à-dire ce n'est pas ça, mais c'est ça, etc. On essaye de cerner l'objet du désir, mais on n'y arrive pas. Et ça prend particulièrement tout son sens, me semble-t-il, dans ce type de texte qui est justement un texte qui renvoie au mythe, qui renvoie à la mythologie, etc. Et autre réflexion aussi qu'a suscité cette communication, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit que le texte fait du surplace. Il n'avance pas, justement. Mais en même temps, par rapport à ce qu'a dit Joaquin tout à l'heure, vous voyez, ça permet de faire des connexions toujours intéressantes. Est-ce que justement le fait de prononcer un mot, alors que ce soit un mot d'un animal ou une plante ou je ne sais pas, ne se suffit pas à lui-même? C'est-à-dire qu'il y a derrière comme un descriptif déjà tout fait, tout prêt à consommer, qui correspond à, je ne sais pas, je prends le mot panthère, est-ce que ça ne correspondrait pas justement à un descriptif déjà tout fait que chaque individu pourrait s'approprier et enrichir de ses propres descriptions? Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Parce que dans un des extraits que vous avez présenté, ce qui m'a frappé dans la description, c'était justement l'énumération de pluriels, mais des pluriels qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont suffisamment ouverts pour que chacun y trouve son compte en fin de compte et imagine ce qu'il veut. Voilà. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques qu'on a pu dégager des autres communications aussi. Voilà. Donc, ce sont plus mais ce qui est toujours intéressant, je trouve, dans le séminaire, c'est que ce sont les connexions qu'on peut faire d'une communication à l'autre, et puis voilà, la découverte d'autres mondes littéraires qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Donc, merci beaucoup. Merci Sylvie. Oui, alors je sais que vous avez beaucoup travaillé sous un axe psychanalytique, sauf si je me trompe, je crois que Caroline avait... Alors là, je n'ai pas parlé de psychanalyse, hein, mais c'est vrai qu'il y a J'ai entendu pulsion scopique. J'ai entendu exactement la pulsion scopique qui est liée à la pulsion de savoir. Mais là, j'en ai pas parlé. Non, je sais. Je vous taquine un peu. Mais par contre, en revanche, ce que vous dites sur le désir, oui, on désire ce qu'on n'a pas. Donc, c'est vrai qu'il y a cet élan poétique qui est porté par le désir de cet insaisissable, de ce qu'on ne pourra jamais finalement appréhender. Oui, ce que disait Joaquin tout à l'heure est complètement juste. On a tout un univers descriptif qui est convoqué avec simplement un mot, d'où ma parfois perplexité pour travailler ce descriptif dans le poème, parce qu'on sent qu'il y a un univers d'images voilà, quelque chose de très... Il y a des images qui viennent dans notre esprit, mais il n'y a pas en tant que tel, entre guillemets, une description. Voilà, il y a du descriptif, mais il n'y a pas de description. Et cette idée, elle est aussi, et c'est ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est qu'elle est très liée à notre culture. Et donc, bon là, vous avez déjà parlé dans le séminaire des descriptions entre guillemets, des découvreurs et de la manière dont ces descriptions étaient idéologiquement très, très fortes, politiquement, etc. Voilà, et là, c'est aussi ce qui me pose problème en tant que lectrice française, c'est de ne pas saisir, de n'être pas sûre de bien saisir, de ne pas savoir si je ne saisis pas l'univers sensoriel, l'univers voilà, qu'un lecteur comme Joaquin va saisir directement, quoi. Merci. Merci à vous. À ce titre, je me demandais, Cécile, est-ce que les descriptions de Roa Bastos restent toujours très générales
C'est-à-dire que est-ce qu'il va parler d'une plante spécifique, d'un arbre spécifique qui puisse ancrer le poème dans une réalité géographique authentique, ou bien, comme j'ai vu, il reste assez vague sur les animaux, les oiseaux, sans faire, par exemple, sans parler del zoique, d'animaux qui sont vraiment spécifiques, imaginons au Paraguay. Alors, il me semble que c'est quand même, enfin, c'est pas nécessairement le cas dans ces poésies, mais alors dans les contes, dans les nouvelles, pardon, dans les nouvelles, il y a quand même un univers paraguayen qui est qui est très net, quoi. Donc, alors ça passera pas nécessairement par j'ai pas par exemple d'exemple en tête que je pourrais te donner de longues descriptions dans telle ou telle nouvelle, mais la réalité paraguayenne, elle est présente. Enfin, moi, en tant que lectrice française, il y a plein de choses que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, je suis obligée d'aller chercher. Voilà, donc non, surtout dans ces textes, mais c'est peut-être plus vrai dans ces textes narratifs, ce qui semble entre guillemets logique. Oui, je vois. En fait, je me suis mal exprimée, c'est une réalité guarani, avec des termes pour traiter d'un même arbre. Imaginons le chêne, on va employer un mot guarani pour parler de ce chêne-là. Ah oui. Oui, alors il y a cette réalité-là dans les nouvelles de Laura Bastos, puisqu'il y a c'est dans l'édition des Bolsillo, il y a tout un glossaire à la fin de termes guarani qui sont expliqués. Maintenant, te dire si c'est une réalité guarani ou une réalité paraguayenne, là, clairement, je m'y risquerai pas. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres... Caroline ? Oui, merci beaucoup, Cécile. C'est toujours vraiment un plaisir de t'écouter. Alors moi, tu sais bien que moi, je suis une obsédée des micro-lectures et des analyses de texte à la loupe. Donc, ce serait une proposition de prolongement, d'approfondissement de ton travail pour la version écrite. Et comme d'habitude, moi, je propose une hypothèse interprétative et puis après, tu disposes, tu vois dans quelle mesure tu penses que ça rentre dans ton analyse de texte. Donc, je pense qu'effectivement, il serait nécessaire de creuser la question du dialogue, voire du dialogisme entre les deux langues, parce que je me demande si, en fait, c'est pas lui qui met en scène ce que tu appelles, que j'adore, hein, comme je crois que c'est Amadeo qui a souligné, l'incapacité descriptive ou la frustration descriptive. Alors, ça se trouve, c'est moi qui traduis, et là, pour le coup, il y a mon inconscient qui joue, il y a Sylvie qui est en train de rigoler, tu vois. Mais enfin, tu vois à quoi le paradoxe descriptif. Voilà, le paradoxe descriptif. Et alors donc, qui le met en scène. Tu vois, il y aurait une scénographie du paradoxe descriptif et une accentuation, ce qui ferait du castillan une espèce de traduction, d'illustration de cette VO du guarani qui, d'une certaine manière, présenterait une claudication descriptive par essence. Et du coup, le castillan deviendrait une espèce de vrai faux miroir mimétique. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, l'espagnol se présenterait comme une espèce d'explication, de traduction compensatoire, en fait, appelant une substitution. Voilà, c'est un creux, et le castillan serait une substitution compensatoire, notamment, tu vois, c'est ce que te disait Alexia, mais dans la traduction orale, la narration, enfin merde, c'est justement pas ce mot-là que je veux utiliser, la relation, je ne suis pas sûre que ce soit mieux, des mythes, on ne va pas vers le récit, mais on va vers l'oralité. Donc, est-ce que justement ces creux n'appellent pas de la narration qu'apporterait avec une espèce de soulagement le castillan? Et du coup, ça interroge quand tu dis cette claudication descriptive appelle la participation du destinataire, mais le destinataire de quel texte au juste, de quelle voix, de quelle langue? Justement, celle de Roa Bastos, c'est-à-dire celle du castillan. Donc la question de l'engagement politique, en fait, se pose de manière tout à fait particulière dans ce texte-là, au-delà des bonnes intentions. Voilà.
donc c'est la piste que je te lance. Et comment la résoudre? En s'interrogeant sur à quel moment tu as le guarani, quels sont les mots qui suivent immédiatement le guarani, est-ce que ce n'est pas eux qui disent précisément l'incapacité descriptive? Tu vois, dans quelle mesure est-ce que c'est une traduction? Enfin bon, bref, tu as compris le principe. Voilà. J'ai compris, ouais, je te remercie Caroline. Je reconnais ton goût pour les micro-lectures et c'est vrai que ça offre des pistes effectivement que j'ai pas explorées. Donc j'ai bien pris en note le vrai faux miroir mimétique. Alors là, tu me donnes pas mal de choses à moudre. Je vais essayer de creuser cette question pour la partie publication, si c'est le cas. Mais la question du destinataire, enfin la question de la langue, je ne sais pas, ce que souligne souvent, enfin là je pense aux auteurs africains sur lesquels je travaille, notamment Ngugi wa Thiong'o, qui est un auteur kényan qui a fait le choix depuis 1977 de n'écrire qu'en Kikuyu, mais il se traduit quand même en anglais, parce que la question c'est celle aussi de la reconnaissance auprès d'un public. C'est juste par rapport à l'engagement que tu soulignais, mais dont tu soulignais l'éventuelle, pas temporisation, mais voilà, un engagement un peu atténué par le choix du castillan, c'est vrai. Et en même temps, s'il n'y a pas de castillan, il n'y a pas d'accès. Alors, il peut y avoir une version bilingue, hein, voilà, mais il y aura quand même castillan. Il n'y a pas d'accès au lectorat, quoi. Donc, c'est toujours ces nœuds, en fait, ces nœuds linguistiques qui sont difficilement réconciliables. Oui. Sauf que là, tu justifies effectivement, de fait, l'identité de point d'accès, de pont du castillan. Oui, tu entérines le rôle de pont du castillan parce que non seulement le guarani est inaccessible, mais le guarani ne raconte pas, ne décrit pas. Ah oui, non, c'est pas dans ce sens-là. C'était plus dans l'accessibilité à un lectorat. Je pensais à Ngugi wa Thiong'o en même temps aussi. Tu vois, c'est l'idée que le texte en langue autochtone va peut-être encore avoir besoin d'un support pour pouvoir exister aux yeux du monde. Alors, la question, c'est quelle part de texte en guarani tu vois, alors là, c'est les équilibres, c'est clair, hein, tu as un petit peu, beaucoup. Oui, il y a des fois rien. Ouais. Et puis quoi de ce un petit peu, tu vois, c'est-à-dire faut aller voir le texte en VO pour voir les coupes qui sont faites et du coup, l'instrumentalisation qui est faite du texte source, quoi, de ce que tu appelles l'hypotexte, l'hypertexte, etc. Là, tu as un jeu de substitution qui est quand même... qui est llamativo, hein, je vais le dire en espagnol, je ne trouve pas le mot français, qui interpelle. Oui, il y a plein de choses à faire, c'est vrai. Voilà. Mais c'est en cours de... Voilà. En cours de, ok. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser, une remarque à faire? Je pense qu'on a à peu près tous parlé. Et écoute, dans ce cas-là, on va te remercier. Moi, tu veux remercier. Tu es bien parmi les tiens au milieu des américanistes et des hispanistes en général. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans le HLH. Merci Caroline, c'est un plaisir partagé. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais vous souhaiter un bon week-end parce que d'habitude, on se voit le vendredi. Je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous et puis on se retrouve à la rentrée pour d'autres aventures descriptives.